Numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. C'est le thème de la semaine du numérique qui se tient depuis ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou. En marquant d'une pierre blanche cette rencontre, l'Union nationale des médias en ligne, UNAMEL Bénin, de concert avec le ministère du numérique et de la digitalisation, veut offrir aux acteurs de ce secteur en plein essor au Bénin un creuset pour discuter des réalités auxquelles ils font face et des défis qui se présentent à eux. Effectivement, la semaine du numérique a démarré au Palais des Congrès. Hier, il y a eu le lancement officiel des cérémonies à Canal Olympia et l'UNAMEL Bénin participe activement à cette semaine du numérique à travers une communication que moi-même j'ai présentée hier. Et aujourd'hui, nous avons un stand dédié aux médias en ligne au niveau de l'espace où se déroule la CNUM au Palais des Congrès. Et sur place, au niveau de ce stand, nous faisons la promotion des médias en ligne à travers des plateaux télé qui sont dédiés aux promoteurs des médias en ligne qui viennent présenter leurs médias, dire un peu les défis numériques qu'ils parviennent à relever, les difficultés qu'ils rencontrent et les exploits qu'ils sont en train de réaliser. Alors, la semaine du numérique, c'est un espace, si je peux l'appeler ainsi, un espace qui a été décrété depuis quelques années par le ministère du numérique et de la digitalisation, qui consiste à mettre en valeur tout ce qui est dans l'écosystème numérique du Bénin. Donc, les créateurs de contenu, les réseaux GSM, les plateformes numériques, tout ce qui, quand même, connaît des questions du numérique est convié à la réflexion profonde sur le numérique au Bénin. Donc ce n'est pas pour la première fois, mais la thématique de cette année cadre bien avec les médias en ligne et c'est pour cela nous avons marqué cette présence vraiment active au cours de cette semaine. Pour mieux outiller les futurs journalistes aux subtilités du secteur du numérique, une formation a été offerte aux étudiants en journalisme dans les écoles du Bénin. Pour ces étudiants qui prennent part aux activités de la CNUM, cette opportunité est une aubaine. Je pense que cette semaine est vraiment géniale. Moi, c'est ma première fois d'y participer. J'étais là depuis, disons, le lundi. J'ai suivi beaucoup de panels, de discussions et ça m'a vraiment apporté un plus parce qu'il y a beaucoup de choses dont je n'étais pas au courant. Maintenant, j'ai appris beaucoup dans les panels et dans les discussions qui ont été faites. Et aussi, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ça m'a permis d'avoir aujourd'hui une connaissance sur beaucoup de choses, sur particulièrement mon domaine. J'ai beaucoup de projets prochainement et je réfléchissais à comment quand même m'y prendre pour pouvoir m'en sortir. Mais vu ce que j'ai appris ici, depuis le lundi, je sais maintenant comment m'y lancer et comment m'y prendre. Je trouve la semaine du numérique très intéressante. Les thématiques abordées sont très enrichissantes et ce sont des thématiques actuelles qui peuvent permettre à toute personne présente ici, quel que soit le secteur d'activité, de pouvoir enrichir ses connaissances et développer son activité, quelle qu'elle soit. Hier, il y a eu une thématique sur le fact-checking, la vérification de l'information, qui m'a permis de beaucoup plus savoir comment vérifier l'information dès que je l'obtiens, avant de la diffuser à l'audience à laquelle elle est destinée. Je pense quand même que la semaine du numérique, c'est une initiative à féliciter. Parce que surtout avec cette thématique de cette année, ça permet non seulement aux journalistes, mais également aux influenceurs, créateurs de contenu, à tous ceux qui sont dans le domaine du numérique, de pouvoir en apprendre un peu plus, de pouvoir avoir en plus, de pouvoir s'informer sur les différentes thématiques choisies au cours des panels que nous suivons depuis le lundi. Je dirais merci aux organisateurs de la semaine du numérique et j'encourage à ce que cela se fasse chaque année pour permettre aux jeunes comme nous, à toute la jeunesse, à toute la population béninoise de pouvoir mieux s'informer et de pouvoir à l'avenir trouver sa niche et se positionner. Démarré lundi dernier, les activités de la CNUM durent 5 jours et prennent fin vendredi. Avant 2016, on comptait à peine 4 directions techniques nationales qui fonctionnaient de manière non structurée. Or, la direction technique nationale est essentielle pour contribuer à la formation des athlètes.
et à l'organisation des compétitions et au développement des stratégies en vue d'améliorer les performances nationales. Conscient que les investissements en matière d'infrastructures sportives et l'institution des différents programmes et projets sportifs devraient être accompagnés par des experts techniques, le gouvernement a pris des mesures au fin de doter, dans une première phase, 5 fédérations d'un effectif de 20 personnes, à savoir les DTN et leurs adjoints, les entraîneurs nationaux et leurs adjoints, des conseillers techniques régionaux, les entraîneurs de gardiens selon le cas, des préparateurs physiques et des secrétaires administratifs. Il est prévu également de prendre en charge les salaires des directeurs techniques nationaux et leurs adjoints pour les disciplines suivantes, l'athlétisme, le handball, le basket et le volleyball. Prendre en charge les salaires des conseillers techniques régionaux, des entraîneurs nationaux ainsi que de leurs adjoints pour les équipes nationales et celles des catégories d'âge pour les 5 disciplines retenues, à savoir le football, l'athlétisme, le handball, le basketball et le volleyball. Former également l'encadrement technique de toutes les fédérations sportives et former les formateurs par des experts des instances sportives internationales. Ces différentes mesures seront progressivement élargies aux autres fédérations en vue de couvrir toutes les disciplines sportives présentes au Bénin. Depuis 2024, le gouvernement a décidé de prendre en charge chaque année la préparation et la participation aux compétitions internationales des équipes nationales dans toutes les disciplines. Cette nouvelle subvention, en dépit des subventions annuelles auxquelles chaque fédération a droit et sur lesquelles les différentes équipes à notre niveau au sein du ministère sont à pied d'œuvre, permettra d'assurer notamment les charges liées à la préparation et à la participation, les frais de transport des athlètes, les billets d'avion pour les athlètes ainsi que pour les officiels, les frais de prise en charge des athlètes et encadrement technique et médicaux, les frais de mission et une prime forfaitaire de participation, etc. Permettez-moi de vous informer qu'à partir de cette année, nous ferons un contrôle rigoureux de l'utilisation des ressources publiques mises à la disposition des différents clubs et fédérations. Depuis 2016, vous aurez constaté que les subventions avoisinaient les 79 500 000. Nous sommes passés à 502 millions en 2017, 553 millions en 2018, 653 millions en 2019. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à 4 milliards 655 millions de francs CFA. Le bon est quantitatif et qualitatif aussi. Absolument, absolument. Je comprends, pour revenir à votre question, le mécontentement des supporters. Mais en même temps, je veux les rassurer. Le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football travaillent en bonne intelligence pour le développement et l'avenir de notre football. Je reste confiant que seule la formation produit des résultats et nous y veillons. Les derniers résultats, comme vous avez pu le constater, le prouvent et nous œuvrons à maintenir ce cap. Mon équipe et moi-même avons eu besoin de définir un nouveau cap et d'essayer de donner plus de moyens aux fédérations sportives et aux athlètes. Ensemble, nous nous sommes engagés à ne plus laisser place à l'amateurisme, à travailler à la professionnalisation de nos athlètes et de nos équipes. Il faut du temps, il faut un suivi et l'évaluation a lieu lors des différentes compétitions. Et nous œuvrons à associer tous les acteurs autour du mouvement sportif, de sorte à avoir cette énergie positive pour accompagner l'ensemble de nos expéditions. La télévision, ce canal d'éducation et de divertissement, fait partie intégrante de l'univers des apprenants. Ce petit écran, qui occupe une place importante dans certains ménages, représente un danger pour les apprenants. La télévision a une grande influence sur les enfants pendant l'année scolaire, d'où le refus catégorique de certains parents d'en autoriser l'accès en cours de semaine. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Et la télévision, et ça distrait nos enfants. Et
On ne peut pas leur demander de suivre les films, les feuilletons, en même temps attendre qu'ils donnent un bon résultat pendant l'année scolaire. Ce n'est pas possible. Chez moi, par exemple, tous les vendredis, ils récupéraient leur portable. Et les lundis matins, systématiquement, avant d'aller au cours, ils déposaient leur portable avant de partir. Donc, tous les dimanches soirs, nous, on récupérait la carte du décodeur. Et donc, il n'y a pas de film, il n'y a rien, il n'y a pas de télé. Ça, c'est une erreur parce que d'abord, la pension, ça coûte cher. Et laisser les enfants à la télé, ça veut dire qu'il ne faut pas leur permettre d'étudier. Et quand ils n'étudient pas, vous devez vous attendre à un résultat catastrophique à la fin de l'année. Donc, généralement, la majorité des parents qui sont consciencieux, bien entendu, à la rentrée, on supprime les abonnements et tout. Et tout le monde se prive de télé. Mais pendant l'année scolaire, il n'y a pas ça. Il faut étudier. Il faut étudier. Et c'est comme ça que moi, j'ai fait à la maison. Mais cet argument est battu en brèche par certains qui pensent qu'on peut bien concilier études et distractions. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient, à mon avis, sur le fait que les enfants regardent la télévision en pleine année scolaire. Il y a justement des programmes que les enfants peuvent regarder. C'est vrai qu'on doit aller à l'école, ils doivent se concentrer sur les cours en classe, mais en même temps, ils doivent se cultiver. Ils doivent avoir de la culture générale. Ça ne sert à rien d'envoyer un enfant à l'école et qu'il ne puisse pas s'exprimer convenablement. Selon l'avis de l'expert en éducation, il est bien possible que l'apprenant concilie la télévision et les études. Le tout dépend de l'usage qu'on en fait et de la place qu'on lui donne. En fait, en pleine année scolaire, la priorité est d'abord donnée aux études, à faire ces exercices. Et maintenant, on peut toujours, en guise d'accompagnement et de récompense même, demander, donc, n'est-ce pas, aux apprenants, demander aux enfants, finissez vos exercices et puis vous pourrez aller suivre votre émission favorite. Vous voyez, un peu comme ça, ça fait un genre de conditionnement qui peut donc, n'est-ce pas, les stimuler. Mais si nous coupons systématiquement, ils peuvent, par cette frustration-là même, être à l'exercice, mais sans véritablement se concentrer pour faire l'exercice. Donc, il faut plutôt conditionner et dire, finis tes devoirs, finis tes travaux ménagers et tu pourras donc aller suivre la télévision. Donc, c'est une question d'effort de management, mais on ne peut en aucun moment laisser les enfants être plus calés à la télévision que dans leurs devoirs, dans leurs exercices, dans leur apprentissage de leurs leçons. Non, ce n'est pas possible. Mais on peut quand même leur donner de courtes séquences, de moments ponctuels dans la journée. S'ils ont des émissions favoris, on leur laisse le temps, donc n'est-ce pas, qu'il faut. Et quand on a la garantie qu'ils ont fini de faire leurs devoirs de maison, leurs devoirs, exercices donnés à l'école, on peut leur donner donc, n'est-ce pas, 1 heure, 2 heures à la télévision. Ils peuvent être amenés à faire donc des excès, des exagérations et rester à la télévision jusqu'à des heures indues. Surtout qu'on privilégie juste les émissions qu'ils aiment et qui ne sont pas de nature à les impacter négativement. Suivre la télévision est un passe-temps favori chez les enfants. Par ailleurs, les programmes, qu'ils soient éducatifs, ludiques, permettent à l'enfant de découvrir de nouvelles choses. Cependant, il faut y mettre des principes en vue d'éviter les dérives. Aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est un temps de victoire, mais pour d'autres personnes, c'est le temps de la défaite. C'est ça la démocratie, des visions qui s'affrontent. Et ensuite, un camp est choisi plutôt que l'autre. Et il faut accepter ce choix. Je l'ai dit très souvent, vous ne pouvez pas aimer votre pays seulement quand vous gagnez. Vous ne pouvez pas aimer votre voisin seulement lorsque vous êtes d'accord avec lui. J'espère que nous allons pouvoir poursuivre sur cette voie. C'est comme ça que je vois notre nation. Il faut apaiser nos relations.
Il s'agit également d'intégrité au sein du système électoral. Notre système est juste et transparent. On peut lui faire confiance, que l'on gagne ou que l'on perde. Il s'agit également de respecter toutes les personnes qui ont travaillé lors de ces élections. Nous devrions les remercier. Remercier tous ceux qui ont participé au dépouillement, qui ont protégé l'intégrité de ces élections. Beaucoup d'entre eux étaient des bénévoles qui l'ont fait seulement par amour de leur pays. Ils ont accompli leur devoir de citoyen. Et moi, j'accomplirai mon devoir de président. J'ai prêté serment. Et le 20 janvier, la transition sera pacifique ici aux États-Unis. À toute mon équipe, à mes soutiens, merci. Merci pour tout votre soutien, pour votre travail. Vous avez travaillé si dur. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Je vous vois et je vous entends. Mais n'oubliez jamais, n'oubliez pas tout ce qu'on a accompli. Ça a été une présidence extraordinaire, historique. Regardez tout ce que nous avons accompli ensemble. Ça a été une présidence pour tous les Américains. Beaucoup de travail a eu des répercussions positives. Et une grande partie de ce travail aura des répercussions sur encore 10 ans. Toutes les lois que nous avons passées, eh bien certains auront seulement un effet plus tard à l'avenir. Nous avons transformé des vies, des communautés qui étaient vraiment en difficulté. Et ce travail va prendre du temps à s'accomplir. Mais le travail a été fait. La voie est dégagée. Nous avons accompli tellement de choses et il y a encore beaucoup de choses qui va arriver. Ça a été une présidence historique. Nous laissons derrière nous une économie forte, la plus forte économie au monde. Je sais qu'il y a encore des personnes qui luttent dans ce contexte, mais les choses changent rapidement. Nous avons 74 jours pour finir notre mandat. Chaque jour doit compter. C'est notre responsabilité envers les citoyens américains. Vous le savez, autant que moi. Les obstacles, il faut y faire face. Mais abandonner, c'est impardonnable. Les obstacles, il faut y faire face. Mais abandonner, ce serait impardonnable. Bien sûr, on se fatigue, mais très tôt, on se relève. Rappelez-vous, une défaite ne signifie pas que nous sommes vaincus. Nous avons perdu cette bataille, mais les États-Unis de vos rêves vont se relever. Voilà ce qu'est l'histoire de l'Amérique depuis 240 ans. C'est notre histoire à tous. L'expérience américaine va aller de l'avant. Mais nous devons continuer à être mobilisés. Et surtout, nous devons garder notre foi. Je suis tellement fier du travail accompli à vos côtés. Sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les États-Unis. Et que Dieu protège nos troupes. Le Soudan a lancé son tout premier programme de vaccination contre le paludisme en dépit des 18 mois de conflit qui secouent le pays. Cette campagne vise à administrer le vaccin à environ 148 000 enfants de moins de 12 mois dans 15 sites répartis dans les États de Guédaref et du Nil Bleu. Le Soudan fait partie des 16 pays africains à introduire ce vaccin. Cette campagne de vaccination a débuté après l'arrivée en octobre du premier lot de 186 000 doses de vaccin contre le paludisme. À terme, le vaccin sera introduit dans 129 sites à travers le pays entre 2025 et 2026. Le paludisme reste une menace majeure pour les enfants africains, causant près de 500 000 décès chez les moins de 5 ans chaque année, selon l'UNICEF. En 2023, le Soudan a enregistré environ 3,4 millions de cas de paludisme et 7 900 décès liés à la maladie, bien que ces chiffres soient probablement sous-estimés en raison des perturbations causées par le conflit.
Des gaz lacrymogènes tirés par la police ont interrompu les manifestations organisées par les dirigeants de l'opposition au Mozambique. Alors qu'ils convergeaient vers la capitale Maputo, qui a été quadrillée par les forces de l'ordre jeudi, des centaines de partisans ont été pris dans des échauffourées avec la police. Nous demandons à marcher. La police peut marcher avec nous. C'est une marche pacifique. Personne ici ne possède d'armes. Le chef de l'opposition, Venancio Mondlane, qui est arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle du 9 octobre, a appelé à une grande marche ce jeudi 7 novembre contre les fraudes électorales. La police ne peut pas faire ça, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Nous marchons pacifiquement, nous ne sommes pas armés, nous ne vandalisons rien, mais la police est en train de tout gâcher. Les partis d'opposition, les groupes de la société civile et les observateurs occidentaux ont déclaré que l'élection était inéquitable et que les résultats avaient été modifiés. La journée de jeudi a été baptisée Jour de la paix dans les tracts distribués sur les médias sociaux par le candidat de l'opposition Venancio Mondlane. Les séances gratuites de Kung Fu à Kiambu au Kenya attirent constamment du monde. Pour former ses nombreux élèves à cet art martial chinois, Ngaruya Njoje s'appuie souvent sur des vidéos YouTube, faute d'instructeurs locaux. Initié au Kung Fu il y a 30 ans, il a fondé des clubs dans 24 écoles primaires publiques du comté. Les avantages du Kung Fu, les leçons que nous pouvons tirer du Kung Fu sont la discipline et la santé, et aussi vous saurez comment vous défendre. Les cours, ouverts à tous les enfants dès l'âge de 4 ans, ont déjà bénéficié à plus de 4000 jeunes. Selon Elvis, les répercussions de cette initiative sur la vie des participants sont multiples. Sans le Kung Fu, ma vie aurait pris une autre tournure. Je serais probablement tombé dans l'alcool, la drogue ou le vol. Mais depuis que j'ai commencé à pratiquer, tout a changé. Le Kung Fu m'a donné un but. Un autre groupe de jeunes et d'enfants suit les cours de Kung Fu dispensés par Kennedy Mourimi dans les bidonvilles de Kawangware. Au-delà de l'apprentissage technique de combat, ces cours transmettent des valeurs fondamentales. Le Kung Fu m'a transformé sur les plans physiques, mental et académique. Avant de commencer, j'avais du mal à apprendre rapidement. Mais grâce à la pratique du Kung Fu, je suis devenue plus réactive et plus rapide, ce qui a eu un impact direct sur mes résultats scolaires. Malgré les obstacles tels que le manque d'installation adéquate et l'absence de soutien gouvernemental, Njoje et son équipe continuent de rêver grand. Ils espèrent un jour construire une réplique du temple chinois de Shaolin au Kenya. La population marocaine a augmenté de près de 3 millions de personnes en 10 ans. Selon les résultats préliminaires du recensement national, la population du pays a atteint 36,8 millions d'habitants en septembre 2024. Bien que les détails complets du recensement n'aient pas encore été publiés, les chiffres préliminaires ont suscité des discussions parmi les citoyens. Le nombre de ménages est passé à 9,27 millions en septembre 2024, soit une hausse de 26,8% par rapport à 2014, tandis que le nombre d'étrangers vivant dans le pays est en hausse de 71,8%. Le Haut Commissariat au Plan du Maroc a lancé le 7e recensement général de la population et de l'habitat en septembre. Le roi Mohamed VI a mis l'accent sur le rôle critique de l'effort dans l'élaboration de politiques éclairées au niveau national et local, soulignant la nécessité d'une analyse rapide des données après le recensement afin de garantir son efficacité en tant qu'outil de développement. Un bébé rhinocéros blanc du Sud fait ses premiers pas en plein air aux eaux de Whipsnade au Royaume-Uni. Mercredi, ce petit rhinocéros d'1 mois s'est aventuré pour la première fois dans son enclos extérieur sous le regard attentif de sa mère. Après avoir passé son premier mois dans un abri intérieur, il découvre maintenant le monde extérieur. L'équipe médicale du zoo observe que le jeune rhinocéros prend de l'assurance chaque jour et explore son environnement avec un enthousiasme grandissant. Il fera bientôt partie du programme européen de reproduction conçu pour créer une population génétiquement diversifiée de rhinocéros blancs du Sud. Un geste crucial pour la préservation d'une espèce. D'après le zoo, il ne reste que 17 500 spécimens à l'état sauvage. Kiev, sous le feu constant des drones russes.
La capitale ukrainienne a été ciblée par des dizaines de drones lors d'une attaque nocturne qui a duré 8 heures. Les attaques sur Kiev sont quasi quotidiennes. Les Russes envoient des drones isolés sur la ville. L'objectif, selon Moscou, tester les défenses aériennes et semer la peur chez les habitants. Côté ukrainien, les défenses ont pu détruire une trentaine de drones, mais des débris ont endommagé un hôpital ainsi que des immeubles dans la capitale. Un incendie a également éclaté à l'étage d'une tour. Cela fait maintenant près de 1000 jours que la guerre fait rage entre la Russie et l'Ukraine. La ville de Kiev est sous tension constante. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie utilise 10 fois plus de drones qu'à la même période l'année dernière.